Mes ressources, c'est pas que l'argent. Mhm. J'ai aussi un potager, des poules, je fais de la cueillette sauvage, donc en fait, quand j'achète de la nourriture, elle est d'excellente qualité et je dépense pas énormément d'argent. Comment l'humain peut retrouver sa place dans l'écosystème comme semeur de graines et catalyseur des processus naturels pour se nourrir. Donc ça demande de l'humilité, ça demande de pas vouloir prendre dans ce paradigme de je vais manquer donc je stocke, mais de se dire en fait si j'offre autant au tout, et la nature me le rendra vachement, et c'est ce qu'on fait en cueillette. Pourquoi, selon toi, l'agroécologie sont des clés de transition écologique? La ferme devient un lieu de soins de l'humain où on va presque en thérapie pour se soigner, pour retrouver notre lien à nous-mêmes, et parfois ça fait mal. Ok, c'est bien de vouloir faire tout ça sur 1000 mètres carrés, mais il faut le temps. Ça pourrait être du temps, si on veut aller vers l'autonomie, quasi complet. La meilleure manière d'apprendre, c'est par la pratique et en faisant des erreurs. L'agroécologie, c'est aussi retrouver le lien au vivant en nous. Bonjour et bienvenue dans Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi et de notre planète. Dans Une graine germe, pas de tabou, je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête? Bonne écoute! Retour à la terre, reconnexion à la nature et au vivant. Je te convie aujourd'hui dans un nouvel épisode réalisé en collaboration avec l'association Back to Earth, dont la mission est d'œuvrer pour le retour à la terre des citoyens. Promouvoir de belles initiatives rurales et innovantes, ou encore favoriser les échanges entre néo-ruraux et futurs néo-ruraux, voici les engagements de Back to Earth. Concilier, réconcilier la production alimentaire et la préservation de l'environnement. Dans ce nouvel épisode, nous explorons le concept d'agroécologie et de son impact sur l'environnement et sur l'écologie. Et pour plonger dans ce sujet tant important qui allie l'un de nos besoins fondamentaux d'être vivant, à savoir manger, nous nourrir, et l'enjeu plus qu'urgent qui est la préservation de notre écosystème, j'ai le plaisir d'accueillir Opaline Lisiac, mon invitée du jour. Nous discutons des pratiques agricoles durables et de leur importance pour la préservation des ressources naturelles et de la lutte contre le changement climatique. Nous abordons également les avantages de l'agroécologie pour la santé et le bien-être des consommateurs, de nous toutes et tous. Si tu es intéressé par l'écologie et les pratiques agricoles durables, cet épisode est fait pour toi. Que tu sois agriculteur, agricultrice, consommateur, consommatrice ou simplement curieux, curieuse, tu découvriras dans cet épisode comment l'agroécologie peut contribuer à construire un système alimentaire plus durable et plus juste. Et surtout, comment nous pouvons préserver, aider à régénérer cette belle nature tout en nourrissant notre être et notre âme. Dernière petite chose avant que tu plonges les deux oreilles dans ce nouvel échange. Pour la deuxième fois, j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec mon invitée Opaline, fondatrice de l'école de l'agroécologie voyageuse.
en face de moi, en vrai, sans écran interposé. En Sud-Bretagne, j'ai rencontré Opaline et nous avons discuté dans son van, car tu le verras, elle a opté pour un mode de vie bien spécifique, bien à elle. Voilà pourquoi tu entendras peut-être certains petits bruits extérieurs que j'ai tenté de minimiser au maximum lors du montage de cet épisode, mais parfois il en reste un peu. J'espère que cela ne t'empêchera pas de bien profiter de notre échange. Partons à présent à la rencontre d'Opaline et de toutes ses connaissances et convictions au sujet de l'agroécologie. Bonjour Opaline et bienvenue sur le podcast Une graine germe. Bonjour. Alors, juste petite anecdote et je suis très contente déjà de te rencontrer parce qu'on s'est eu la dernière fois au téléphone je crois seulement ou par visio, je ne sais plus. Et c'est la deuxième fois, pour petite anecdote, c'est la deuxième fois en plus d'1 an et même en plus de 3 ans de podcast avec le podcast Éclosion que j'enregistre en vrai, en fait dans la vraie vie avec une personne en face de moi sans avoir un écran interposé, donc c'est vraiment chouette. Je pense que c'est même le cadre idéal. En plus, on est pour la première fois de ma vie, j'enregistre dans un van. Là, je viens de 3 jours de van, de trip en van, et là, on enregistre dans ton van, d'ailleurs, qui est super sympa. J'adore, hyper chaleureux en bois comme ça. Donc, moi, je me sens bien ici, là. Moi aussi, et merci Alexandra de m'avoir proposé ce moment. Et pour info, j'ai acheté ce van aussi pour pouvoir faire des podcasts dedans, donc c'est parfait. Bon du coup, on teste un petit peu aussi le son, donc vous nous direz si le son est pas trop mal. Alors, Opaline, je te propose, avant qu'on rentre dans le sujet principal de l'épisode, d'abord de savoir un petit peu qui tu es, ton cheminement, etc. Est-ce que tu peux nous dire, là, si je te mets un miroir devant toi, ce que tu vois au travers de ce miroir? Waouh, sacrée question. On n'avait jamais fait celle-là encore. Alors si je me regarde dans le miroir, je vois une femme de 34 ans et le temps passe vite. J'ai l'impression d'être encore un petit peu ado dans ma tête. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont arrêtés à ce stade-là. Le syndrome de Peter Pan. J'ai une personne il n'y a pas très longtemps qui m'a dit ça, mais ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Voilà, en fait, je vis seule, j'ai pas d'enfants et j'ai beaucoup donné les 5 dernières années au projet de l'école d'agroécologie voyageuse dont on parlera très vite. Je vois quelqu'un d'assez rayonnant, enfin on me renvoie souvent ça et je crois que c'est quelque chose c'est un talent que j'ai de dégager une certaine énergie. Et ce qui m'anime vraiment, c'est aussi, c'est encore une fois très lié à la lumière, mais de mettre en lumière les autres. C'est pour ça qu'on a ce point commun d'aimer faire des podcasts et pour ma part des vidéos, des articles, pour mettre en lumière le vivant, l'agroécologie et toutes ces initiatives de paysans, paysannes et autres pour régénérer notre société, par notamment l'agriculture. Et après, pour t'en dire un petit peu plus sur mon parcours, j'ai fait un bac S, école d'ingénieur agronome, et à la base, j'avais fait cette école d'ingénieur pour être journaliste en agriculture. Et en fait, je suis devenue prof en lycée agricole pendant 5 ans. Et ensuite, j'en ai eu marre d'enseigner à des élèves qui ne pratiquaient pas véritablement l'agroécologie et ne passaient pas beaucoup de temps dehors, les mains dans la terre. Et je rêvais de faire un tour du monde, donc j'ai décidé de partir pendant 1 an apprendre l'agroécologie en voyageant. Bon, là c'est plus trop en me regardant dans le miroir, mais peut-être que je pourrais en parler un petit peu plus de ce tour du monde et comment il a donné naissance à l'école, quoi. Ouais, alors juste avant de revenir sur cette période-là de ta vie, je pense qui a marqué un tournant. Là, je l'ai pas dit, mais on est du coup en Bretagne, dans le Morbihan. Est-ce que c'est là d'où tu viens ? Alors, je suis née en région parisienne, ouais. Donc j'ai une attache là-bas, mais c'est vrai que la Bretagne, c'est la région qui vibre le plus dans mon cœur, notamment parce que ma grand-mère est dans les Côtes d'Armor à Tréguier et que
bah, c'est un endroit vraiment qui me rappelle mon enfance et qui est magnifique. Donc Je te oui, confirme, c'est très très joli Côte d'Armor. ouais, et on devait peut-être se retrouver là-bas d'ailleurs à un Prochainement moment. peut-être. Plus tard. Prochainement. Sur ton podcast, on sait pas, ou même en dehors des podcasts. Carrément. Ouais, donc la Bretagne, on va dire que c'est là où je vis en ce moment. La moitié de l'année, le reste de l'année, je suis nomade et je suis paysanne nomade. Je vais dans les fermes parce que j'adore ça. Et je suis très nourrie par la rencontre et par la découverte de nouveaux paysages intérieurs aussi. Enfin bref, du coup, pour l'instant, je vis dans le petit village de Riantec. Je co-habite avec une amie goualdiste qui m'héberge. Voilà. Alors, on parle un peu de ton mode de vie. J'ai parlé du van. Tu as parlé un petit peu de ta vie hybride et nomade. Moi, la question, parce qu'on est quand même sur une émission où on parle de transition de vie, transition de mode de vie, transition économique, etc. Je pense que la question qui arrive dans la tête de pas mal de personnes, c'est mais comment elle fait pour vivre? Alors, souvent cette question, c'est comment elle fait pour vivre, ça sous-entend comment elle paye ses factures, quoi. En étant nomade et faisant de ferme en ferme, concrètement, comment tu payes tes factures EDF, de gaz, je ne sais quoi, tes impôts, etc. Alors, ça n'est pas ma chaîne YouTube. Je suis pas une youtubeuse vanlifeuse comme on en voit beaucoup sur YouTube. La chaîne YouTube Les Agronomes n'a pas de pub. Ça, c'était super important pour moi. Donc, du coup, je ne gagne pas... j'ai gagné 80 € avec cette chaîne YouTube au début. Et puis, finalement, je me suis dit, ça ne vaut pas le coup. Et du coup, bah, en ce moment, déjà, j'ai des très petits besoins. Parce que je suis en coloc, j'ai pas d'enfant, donc c'est un gros questionnement en ce moment des responsabilités quand on est ultra libre, enfin en tout cas une certaine version de la liberté. Et aujourd'hui, bah, mes revenus, c'est un petit peu de journalisme, donc j'écris des articles pour des revues agricoles, mais c'est pas beaucoup en ce moment. J'anime la partie vidéo du site agriculturedeconservation.com, qui me permet aussi qui est un site qui vulgarise l'agriculture de conservation des sols. Et puis surtout, mon principal revenu en ce moment, c'est encore l'école d'agroécologie voyageuse, parce que même si notre modèle économique n'est pas très stable, et c'est une des raisons pour lesquelles on s'arrête, aujourd'hui, j'arrive quand même à avoir un peu moins que le SMIC, et en fait, ça me suffit, quoi. Faut revenir en fait à nos réels besoins, et c'est vrai que ces besoins-là sont propres à chacun. On ne peut pas comparer les besoins d'une personne seule, d'une personne en couple et d'une famille, bien entendu. Et puis mes ressources, c'est pas que l'argent. J'ai aussi un potager, des poules, je fais de la cueillette sauvage, donc en fait, quand j'achète de la nourriture, elle est d'excellente qualité, et je dépense pas énormément d'argent, je bois pas d'alcool, enfin... Un peu de cidre quand même. Ouais, de temps en temps. De temps en temps. Moi, hier, je dois avouer qu'on dînait devant la mer, parce que du coup, on est en plein trip van pour venir te voir. Et là, je me dis, une petite bolée de cidre bien fraîche, ça aurait été sympa. Oui, c'est important. Et puis, notre corps, il a besoin aussi de faire des écarts pour rester en adaptation. Hein. Exactement. Mais alors, tu parles de potager et de poules, mais quand tu es en mode nomade... Bah, je me nourris dans les fermes, quoi. Voilà, directement. En troquant, en faisant comment ? Bah, en général, je donne un coup de main. Ouais. Je fais du woofing. Puis en général, les fermes où je vais, ça devient assez vite des copains. Donc je suis assez vite accueillie de manière très chaleureuse, quoi. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi remettre l'échange et le troc et la notion de service à sa juste place. On a mis beaucoup... on a un peu tout remplacé par la notion d'argent. Et du coup, tout de suite, on se dit mais comment je vais pouvoir gagner ma vie, comment je vais pouvoir gagner de l'argent, alors qu'à la base, même quand on va dans le supermarché, on troque de l'argent contre de l'alimentation. Là, c'est se dire comment je peux troquer, par exemple, finalement, les tomates que tu vas prendre à la ferme contre quelque chose que tu fais à côté, contre ton coup de main, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même, dans la notion de transition économique, on a déjà fait des épisodes sur la monnaie locale, mais là c'est encore une autre forme d'économie, c'est de remettre le troc en fait à sa place comme ça existait il y a un temps que je n'ai pas connu, parce que tout comme toi, je vais sur mes 34 ans, donc on n'a pas connu le troc vraiment quand on était enfant. Ouais, carrément.
Du coup, tu nous as, juste pour continuer un petit peu à découvrir ta vie, ton mode de vie et cette fameuse étape de vie où tu nous as parlé que tu es partie. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Alors, en 2000, dans le nouvel an 2016-2017, j'arrivais pas à dormir. J'étais chez des amis qui étaient partis faire un voyage en Amérique du Sud dans des fermes, justement. Et à cette époque-là, j'étais prof en lycée agricole dans le Nord-Pas-de-Calais, à Arras. Et ça faisait très longtemps que je voulais faire un tour du monde, mais mon compagnon de l'époque trouvait ça un peu inutile. Et donc, dans la nuit, je me suis dit, il faut que je parte, quoi. Donc j'ai pris la décision entre le 31 décembre et le 1er janvier de partir faire ce tour du monde d'1 an. Et en rentrant de vacances, les vacances des fêtes de fin d'année, j'ai posé ma demande pour avoir 1 année de disponibilité, puisque je suis fonctionnaire, encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'en suis à 6 années de disponibilité. Il t'en reste 4, c'est ça? C'est pas 10 ans? Non, il m'en reste 0. Ah, c'est 6 ans, d'accord. Bon, c'est un autre sujet. En tout cas, j'ai décidé de partir, et donc j'ai mis 6 mois à préparer mon voyage, à contacter des fermes, J'avais aussi envie de voyager sans forcément avoir tout préparé à l'avance, donc j'ai préparé un petit peu, mais j'ai aussi laissé l'inconnu venir à moi. Et donc j'ai demandé une disponibilité et j'ai construit un voyage autour de l'agroécologie et comment transmettre. Sachant que comme j'étais prof dans le Nord-Pas-de-Calais avec des élèves qui avaient en moyenne 100-200 hectares de betteraves, patates, colza et voilà. Je fais très mal l'accent ch'ti parce que je l'ai perdu, mais en tout cas, j'étais partie pour voyager dans des fermes avec beaucoup de fermes en céréales et grandes cultures. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu ennuyeux d'être dans une grande ferme parce qu'il n'y a rien à faire avec ses mains, vu que j'avais pas envie de conduire de tracteur. Et donc j'ai décidé de partir, ça n'a pas été facile, je me suis séparée, j'ai quitté un certain confort financier, de vie, etc., une petite routine, mais en fait c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, quoi. Enfin, vraiment... De partir ou de quitter Thomas? On pourra peut-être laisser. Le rencontrer était une belle étape et m'en séparer aussi. Et en fait, c'est ça qui est génial dans la vie, c'est qu'il y a des débuts et des fins à tout, quoi. Et on s'est enrichis tous les deux, et voilà. Même si la fin de quelque chose n'est jamais très agréable, parfois, des fois, elle est nécessaire, que ce soit finalement la fin d'une relation ou la fin d'un processus dans une vie, quoi. C'est ça. Mais de lâcher, c'est peut être compliqué. C'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, et c'est... Du coup, je te propose que l'on revienne, tu as souvent nommé l'école, l'agroécologie, etc., etc. Donc j'ai récemment rencontré et invité sur le podcast une graine germe, Arnaud Daguin, qui est le cofondateur de l'association pour une agriculture du vivant. Je ne sais pas si tu connais cette association ou Arnaud Daguin. Donc on a beaucoup parlé déjà d'agriculture du vivant. Mais toi, tu as décidé de parler, et tu as déjà mentionné à plusieurs reprises le terme d'agroécologie. Je ne sais pas si, déjà moi-même, je connais parfaitement ce qu'est l'agroécologie. Je ne sais pas si parmi les personnes qui nous écoutent, c'est pareil. Donc avant de parler de ton école, de ton projet, et du coup où ça en est dans ce processus de début et de fin, est-ce que tu pourrais reprendre ta casquette de prof, et de prof avec ton accent ch'ti, parce que moi j'ai vécu aussi dans le Nord pendant plusieurs années, proche de Lille, et l'accent ch'ti je le connais quand même pas mal, mais c'est tellement drôle. Est-ce que tu pourrais expliquer déjà ce qu'est l'agroécologie? Est-ce que toi peut-être tu mets derrière ça, ce terme-là? Alors déjà, je vais répondre à ta première question, parce que Arnaud Daguin, c'était le parrain de la promo 2 de l'école d'agroécologie voyageuse. Donc tu le connais bien. Voilà, une personne que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait 2 épisodes de podcast déjà, et on est partenaire avec Pour une agriculture du vivant. Okay. Donc, je fais la transition. Agriculture du vivant, agroécologie, agriculture régénérative. En fait, il n'y a pas de définition figée de ces termes.
Et donc, forcément, chacun a sa définition. Ce qui peut emmener à des dérives comme Monsanto parle d'agroécologie, par exemple. Ce qui est un peu... Bon, chacun son avis. Pour Monsanto, c'est ok de parler d'agroécologie. Juste petite parenthèse, Monsanto qui est aussi le fournisseur de graines stériles. On en parlait juste off micro, mais c'est bien ça. Les graines stériles, les semences stériles. Bayer maintenant, du coup, Monsanto n'existe plus. Ouais. Mais en tout cas, enfin, a été racheté par Bayer. Je sais pas s'ils existent. Je pense qu'ils existent encore sous le nom Monsanto, mais enfin bref. En tout cas, moi, je suis nomade, j'aime rencontrer des paysans, des paysannes, et donc j'ai réalisé que chaque personne avait sa définition de l'agroécologie. Il y en a certains qui rentrent par le côté social, d'autres par le soin des sols, d'autres par en fait c'est de la permaculture, d'autres qui n'envisagent pas l'agroécologie sans arbres, alors que tu as plein d'agriculteurs qui font de l'agriculture de conservation des sols, des couverts végétaux magnifiques, il n'y a pas d'arbres dans leurs champs. Donc en fait, moi je dirais premièrement que l'agroécologie, ma définition, c'est comment l'humain peut retrouver sa place dans l'écosystème comme semeur de graines et catalyseur des processus naturels pour se nourrir. Parce qu'on ne va pas redevenir des chasseurs-cueilleurs comme ça. On vit avec ce temps qui a aussi des choses magnifiques et il y a peut-être des gens qui ont envie d'aller manger dans la forêt, manger des mûres, des glands et chasser de temps en temps. Moi, j'ai pas trop envie, même si je fais de la cueillette sauvage. On a besoin en fait, de jardiner la nature pour pouvoir produire ce dont on a besoin. Sans la nuire. Sans la nuire et même en la régénérant. Ouais. Donc l'agroécologie, c'est comment, en tant qu'humain, humble, je peux catalyser les processus naturels pour produire de quoi me nourrir, me vêtir, me soigner. Me soigner, construire, pourquoi pas, isoler. Protéger peut-être aussi, conserver. Enfin, je parle de peut-être de certaines espèces qui sont abeilles, par exemple. Ou... en fait, me nourrir, me vêtir, tout ça, c'était plus ce que j'extrais. Ouais. Mais tout en faisant ça, je nourris. Ouais. Et c'est ce que souvent disent les céréaliers qui font par exemple du maïs en agriculture de conservation. Ils disent qu'il y a 2/3 qui doivent repartir au sol et 1/3 que nous on récolte. On prend pas tout. Donc ça demande de l'humilité, ça demande de pas vouloir prendre dans ce paradigme de je vais manquer, donc je stocke, mais de se dire en fait si j'offre autant au tout, et la nature me le rendra vachement, et c'est ce qu'on fait en cueillette, hein. On cueille des plantes et puis en fait la plante elle continue de pousser. Au contraire, il y a des plantes qui nécessitent d'être fauchées, cueillies, taillées, voilà, exactement, des arbres, des aromates qui quand tu les coupes ça repousse de plus belle. C'est clair qu'il y a besoin quand même, je pense que, enfin, évidemment l'espèce humaine elle est là pas pour rien, mais je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un moment où on se croit supérieur à tout l'écosystème, parce que je pense qu'on ne se sent pas assez partie prenante de cet écosystème et on la domine, enfin on pense qu'on la domine, du coup on n'est que dans le côté j'extrais des ressources sans en apporter, sans conserver, sans protéger et sans la renouveler. C'est intéressant ce que tu dis, on pense qu'on la domine, parce qu'en fait on la domine pas du tout. On a des actions qui l'écrasent, ouais. Mais en fait, à un moment, on va être écrasé aussi, quoi. Donc, c'est... C'est un peu d'ailleurs les grosses actualités du moment sur l'écologie. Ouais. Ok. Et après, je voulais compléter en donnant peut-être 2-3 exemples de pratiques qui, pour moi, sont agroécologiques. J'adore les poules. Bon, j'en parle à chaque fois que je suis interviewée, je parle des poules. Donc, ça va peut-être être une redite. Mais en tout cas, un exemple, c'est que la poule, les volailles sont déjà des descendants des dinosaures et donc viennent de la jungle. Donc une poule est faite pour être dans une zone de clairière, donc elle a besoin d'être à l'ombre. Donc faire de l'élevage de poules en agroforesterie, c'est super important, parce qu'aussi la poule est omnivore et donc se nourrit
de vers de terre, d'insectes, de petits fruits et un petit peu de grains. Mais c'est vraiment, ça devrait être juste pour créer un lien avec la poule. Et une pratique agroécologique, c'est par exemple le poulailler mobile en agroforesterie, où on va faire du pâturage tournant de poules, et ce qui va permettre aussi à la prairie d'être fertilisée, et à la poule d'accéder très régulièrement à une prairie fraîche, à des oméga 3, à des insectes qui vont faire des œufs excellents. Donc l'agroécologie, ça va jusqu'à la qualité de la nourriture, et comme tu le sais, parce que tu es naturopathe, on peut pas être naturopathe et ne pas comprendre d'où vient la nourriture de la terre, parce que quand il y a une carence dans la terre, elle se retrouve dans la plante, elle se retrouve dans l'animal et elle se retrouve dans l'humain, quoi. Et pour juste me permettre un petit aparté sur ça, parce que c'est un cheval de bataille pour moi, naturopathe, on ne trouve pas nos ressources au travers des compléments alimentaires, mais bien effectivement au travers de l'alimentation qui vient du sol, d'un sol fertile, riche en nutriments. C'est lui d'abord qui est riche en nutriments, micronutriments, qui transmet à la plante et ensuite que nous on peut absorber et correctement assimiler. Ouais. Et d'ailleurs j'ai même vu que tu parlais de terre fertile avec les poules, que la fiente de la poule c'était un des fumiers les plus utiles, enfin les plus utiles et plus fertiles et rapidement, contrairement au fumier du cheval qui est très intéressant mais qui est un peu plus long à être à accessible à la plante. Exactement, et à être digéré par le sol. Et tu parlais de la taille, un autre exemple, et je vous conseille d'aller écouter l'épisode sur les trognes. Sur les trognes ? Ouais. C'est l'épisode, je mettrai en description de ton podcast, c'est ça l'épisode qui est sur ton podcast ? Alors... Non, les trognes c'est une chaîne de podcast. C'est la première fois que je fais ça, c'est un épisode que j'ai partagé sur le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse, mais qui vient d'un autre podcast qui s'appelle Poids Plume. Ok. Donc c'est un épisode sur les trognes, qui sont des arbres qui ont été forgés par une collaboration entre l'homme et l'arbre, et qui, plus ils sont taillés, d'une manière très particulière, plus ils se régénèrent, plus ils produisent de la biomasse et plus ils se renforcent. Et on en extrait du fourrage, du broyat, du bois de chauffage, et ça fait des centaines d'années qu'il existe des trognes. Donc si vous voyez des arbres têtards, donc c'est ces arbres qui ont un gros tronc et puis des branches assez fines qui partent vers le haut, ça aussi c'est un exemple de pratique agroécologique ancestrale. Alors nous avons parlé de la définition de l'agroécologie. Alors on pourrait peut-être, si tu veux, faire un très rapide point sur à quelle problématique répond vraiment l'agroécologie, notamment aussi peut-être en termes on parle beaucoup en ce moment de réchauffement climatique, des limites planétaires, etc. En quoi, selon toi, l'agroécologie et toutes ces formes d'agriculture dont on a parlé sont des clés et on devrait revenir à ça, contrairement à l'agriculture plus conventionnelle, sont des clés de transition écologique et donc de faire en sorte de ne pas dépasser cette température limite et toutes les limites planétaires dont on parle en ce moment de plus en plus. Alors j'ai beaucoup d'idées qui me viennent en tête. Ça me fait penser à un livre que je viens de lire qui s'appelle Désobéissance fertile de Jonathan Attias, qui a créé le mouvement Désobéissance fertile. Et j'avais fait un petit calcul. Il y a 68 millions d'hectares... Non, 24. Oh, je sais plus. 24 millions ou 68 millions. Je crois que c'est 24 millions d'hectares de terres agricoles en France. On pourrait imaginer installer une famille sur 1000 mètres carrés. Et on peut, en ayant l'habitat et la forêt-jardin et les animaux et tout, pour être en tout cas autonome en nourriture, en eau et un petit peu en électricité peut-être, une famille sur 1000 mètres carrés, je te laisse faire le calcul, pour 28 millions d'hectares, on peut installer largement toute la population française, voire même, je crois que j'avais calculé un tiers de la population mondiale sur 28 millions d'hectares. Enfin, en gros, il est tout à fait possible, avec des pratiques agroécologiques, donc ce que je disais en réintégrant l'humain au cœur de son écosystème, de vivre avec quasiment zéro impact. Mais bon,
entre aujourd'hui et aller installer une famille sur 1000 mètres carrés, il y a un petit monde. Oui, et puis juste, je te coupe, et après pour revenir, parce que les personnes, là, peut-être qui... Moi, c'est la question qui me passe dans mon esprit quand je t'écoute, et je pense que je suis pas la seule à penser ça, mais ok, c'est bien de vouloir faire tout ça sur 1000 mètres carrés, mais il faut le temps. Enfin, je veux dire, pour avoir aussi... Toi, tu as un potager, tu sais, j'ai un potager, c'est du temps... ça pourrait être du temps, si on veut aller vers l'autonomie, quasi complet. Ouais, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Je crois qu'il y a un ami un jour... C'est que ton cerveau a ralenti à ce moment-là, tellement qu'il était dans le flow. C'est ça. On dit ça souvent, que quand on a un moment, on a l'impression d'avoir déjà vécu ce moment-là, c'est que le cerveau, le flux sanguin du cerveau s'est ralenti. Je ne sais pas, j'ai pas fait d'études cérébrales sur ça, c'est un on dit que je n'ai absolument pas vérifié. Hein. Bon, en tout cas, j'ai déjà ressenti... ce truc-là, quand quelqu'un m'a partagé, oui, on pourrait tous vivre sur 1000 mètres carrés, on pourrait tous vivre sans pétrole, on pourrait tous vivre, blablabla. Non, on parlait d'agroécologie et tout à l'heure, je voulais parler de transition. C'est-à-dire qu'on peut tous, chaque jour, faire un mini truc de mieux que la veille. Parfois, on recule aussi, mais on peut toujours faire mieux. Moi, il y a encore... Enfin, moi, exemple, hein, j'ai pris 30 fois l'avion pendant mon tour du monde. Bon. Oh là là. Voilà. Aujourd'hui, j'ai très 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 peu d'impact. Ça fait 5 ans que j'ai plus pris l'avion, etc. Bon, bref. Je vais répondre à ta question. Donc, l'agroécologie... Alors, par quoi je vais commencer pour répondre à ta question ? Par le début, peut-être. Par le début, ça peut être pas mal du tout. La photosynthèse, c'est le mécanisme qui apporte le plus de valeur ajoutée à l'humain. Sauf que les humains ne s'en rendent pas compte. La photosynthèse, c'est le truc qui utilise que du soleil, du CO2, de l'eau et des minéraux pour produire des choses incroyablement énormes comme les arbres. Bon, là, il n'y en a pas des très très gros autour de nous, mais en tout cas, rien que de regarder ça, on se dit, ok, il y a des choses à apprendre. Et... le lien avec la transition, c'est que on respire. En fait, les plantes sont la base de notre respiration, de la qualité de notre eau, de l'état du climat. Donc, on est obligé de planter, ou en tout cas d'encourager la plantation de plantes, arbres, etc. en agroécologie, parce que on ne peut que le faire aujourd'hui en agroécologie pour limiter les coûts, pour permettre aux plantes de se développer au mieux, pour faire en sorte qu'elles ne crament pas à la première canicule. Donc déjà, planter, c'est super important. Et pourquoi ? Parce que c'est les forêts, et c'est... Alors quand je dis forêt, c'est les arbres, et notamment les arbres intégrés dans les écosystèmes agricoles, qui vont recréer ces microclimats, qui vont nous sauver, en fait. Ou alors... On recule pour mieux sauter, on se barricade dans des bâtiments surclimatisés, mais là on va continuer d'épuiser les ressources de la planète, en fait, en faisant ça. Donc, c'est comme à Dubaï, où avec des drones on stimule, je sais plus ce qui s'est passé, mais en gros ils ont stimulé les nuages pour qu'ils pleuvent, et puis après ils ont été inondés, quoi. Voilà. C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est ça. Comme quoi la nature gagne toujours, enfin la nature, on fait partie de la nature, mais on n'est pas les dominants. Le vivant gagne toujours, et quand on voit que des fermes de l'école d'agroécologie voyageuse on recrée une abondance en 5 ans, c'est-à-dire avoir des forêts-jardins où il fait 3 degrés de moins qu'à l'extérieur de la forêt-jardin en 5 ans, c'est-à-dire des arbres, en 5 ans, il y a une petite forêt, et en fait, là, on parle de nature, mais j'écrivais tout à l'heure sur la ferme des Mawagites, qui est une ferme dans le Gers, qui fait des soirées tapas tout l'été où il y a entre 150 et 300 personnes. Donc l'agroécologie, c'est aussi ramener les gens dans la ferme et recréer du lien entre le chasseur qui va tuer des sangliers tous les week-ends et la végane qui va venir aussi à cette soirée tapas et qui vont se parler au bar. Et ça, c'est l'agroécologie aussi, parce c'est comment la ferme redevient un lieu d'échange, et comment, en fait, avant
la ferme devient un lieu de soins de l'humain où on va presque en thérapie pour se soigner, pour retrouver notre lien à nous-mêmes, et parfois ça fait mal, parce que on peut passer par une phase de... Mais en fait, qu'est-ce que la nature me renvoie? Et ça renvoie souvent beaucoup de choses très fortes. Mais en tout cas, l'agroécologie, c'est aussi retrouver le lien au vivant en nous. Et ça passe par aller faire un tour dans des fermes et mettre les mains dans la terre, quoi. D'ailleurs, il y a un tel bienfait de mettre les mains dans la terre. Et je sais pas, peut-être que tu vas pouvoir me confirmer ça, mais j'avais lu dans un article, parce que beaucoup de personnes, et moi la première, quand on passe l'après-midi les mains dans la terre, on se sent tellement bien. Enfin, moi, j'ai comme une source d'endorphine incroyable. Et en fait, j'avais vu que dans la terre, il y avait une certaine bactérie, Mycobacterium quelque chose, qui du coup permettait favoriser la synthèse de sérotonine, qui est un neurotransmetteur de la sérénité, du bien-être, de la sérénité, et qui du coup à travers le toucher de la terre venait s'intégrer dans notre corps par la partie dermique, donc par la peau, et pour accéder, ou par le nez également. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes? Est-ce que tu as déjà vu ça ou pas? Tu as déjà lu ça? Alors je l'ai lu et j'ai vu des études là-dessus, on a dû lire les mêmes papiers, et je l'ai vécu aussi. Ouais. Je sniffe de la terre tous les jours, du coup, le matin. Non, je rigole. Mais si, c'est ça, on sniffe la terre. Et il y avait aussi une autre étude qui montrait que les enfants qui avaient été exposés à la poussière de ferme avant 3 ans avaient 10 fois moins de chances d'être asthmatiques, un truc comme ça. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de bactéries. Et donc, petit aparté naturaux, mais la flore intestinale, la flore microbienne, notamment intestinale, parce qu'on n'a pas que de la flore microbienne au niveau des intestins, on a sur la peau, on a sur une sphère vaginale pour les femmes, buccale, etc., mais beaucoup au niveau des intestins. Là où se passe aussi énormément notre partie immunitaire, de notre naissance jusqu'à nos 6 ans, c'est là où on crée notre diversité microbienne. Et donc on vient enrichir notre flore intestinale de différentes bactéries. Et plus la flore intestinale est diversifiée en termes de bactéries, plus on renforce également notre sphère immunitaire. Et donc l'asthme, c'est une pathologie d'un système immunitaire affaibli. Et c'est exactement pareil dans le sol. Ouais. Plus un sol a une diversité microbienne et en champignons et en vie, plus il est capable d'être résilient face à un ravageur ou un changement climatique, un événement climatique difficile. Donc prendre soin de notre intestin, en fait, on fait pareil avec le sol, quoi. Faut faire la même chose. D'ailleurs, je compare souvent les intestins et le potager. Quand je suis en consultation de naturo, c'est une personne qui dit oui, mais moi je sais pas, j'ai toujours des ballonnements, mais pourtant j'ai fait plein de cures de probiotiques. Donc les probiotiques, ce sont des bactéries que l'on mange en gros, au travers de compléments alimentaires. Et du coup, je leur ai dit, mais est-ce que vous avez préparé votre terrain pour accueillir ces bactéries? Est-ce que vous avez préparé le sol? Est-ce que vous l'avez fertilisé? Est-ce que vous l'avez gentiment remué à la surface, pas complètement dévasté? Est-ce que vous l'avez nourri d'un bon fumier? Est-ce que voilà, tout ça, avant de planter votre graine, quoi. Parce que si vous plantez votre graine sur un sol qui n'est pas fertile, derrière, la graine, elle ne prendra pas. Et si après, vous la nourrissez pas avec un bon soleil, plein soleil, mi-ombre ou pas de soleil avec de une bonne eau, ça poussera pas non plus. Donc pareil, les intestins, il faut les préparer avant de prendre des probiotiques. Et pour terminer peut-être le parallèle, le repos est essentiel. Et donc dans le potager, alors à la fois quand là j'ai planté des tournesols, j'ai fait des poquets de tournesols géants pour que dans les 10 qui poussent, au final, il y en aura 2 qui arriveront à maturité et le reste ira nourrir le sol. Ça, c'est une technique empruntée à Anaëlle Théry, une amie qui pratique l'agriculture syntropique en Dordogne. Et il y a aussi donc ça, c'est pour nourrir le sol, mais le sol aussi a besoin d'être en repos digestif, entre guillemets. Donc parfois, le sol a besoin de jeûner. Et c'est l'hiver. En fait, l'hiver, toute la vie du sol se met en dormance, les vers de terre vont descendre tout au fond, se mettre en boule, et les arbres vont être en ralentissement et vont mettre de l'énergie dans les bourgeons pour attendre le printemps, et ça c'est super important, quoi.
La sève redescend au niveau des racines, d'où la tente pour la taille, etc. Ouais, mais le parallèle est juste incroyable et je pense que quand on comprend ça, après on ne peut que faire évoluer en fait nos actions. Après, petit pas par petit pas, comme tu le disais aussi. La stratégie des petits pas, c'est les PPP ou les PPPPP, plus petits pas possible. Plus petits pas. PPPP, ouais, 4. Pour les paysans, ça fait PP en plus. Pour le peuple. Alors, je te propose que l'on continue notre parcours ensemble et pour parler de ton projet de l'école, l'agroécologie voyageuse. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient? Est-ce que tu as fait, comment tu as créé cette école, à quoi ça répondait comme besoin? Et puis maintenant également, parce que je sais qu'il y a une transition actuelle, ce que devient l'école. L'école d'agroécologie voyageuse est née de ce tour du monde dont je te parlais tout à l'heure et de mon expérience de prof. Et en fait, pour reprendre les mots de Christophe, un agriculteur du réseau, cette école, en fait, elle a réenchanté beaucoup de jeunes et de moins jeunes, puisqu'on a ouvert le parcours aux plus de 25 ans l'année dernière, réenchanté à pratiquer l'agriculture en agroécologie. Et ça nécessite de trouver sa place, ça nécessite d'apprendre par l'expérience, donc d'aller de ferme en ferme pour apprendre, avoir différentes expériences en agriculture et pratiquer, parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est par la pratique et en faisant des erreurs. Nos fermes pépites sont des fermes qui accueillent avec... pas avec joie, mais en tout cas avec compréhension et bienveillance et pédagogie les erreurs que font les participants et participantes de l'EAV quand ils vont pour la première fois planter des salades. Voilà, on peut faire des erreurs quand on plante des petits plants de salade. Et être accompagné à trouver sa place. Donc on fait un accompagnement personnel et collectif de chaque promo. Pour les aider à cheminer, en même temps qu'ils cheminent dans les fermes, à cheminer intérieurement pour trouver le métier ou en tout cas le mode de vie, créer leur vie et rêver en fait. Et vie rêver, ça veut dire rêver, ça veut dire aussi prendre les bonnes décisions parce que c'est bien beau de rêver, mais il y a un moment il faut mettre en place des choses, d'où les PPP. Et donc, cette école, très concrètement, pendant 3 ans, ça a été donc 3 promos. La promo des agronomades, des agrosamouraïs et des agroutes. Parce qu'à chaque promo, tu donnes un c'est eux qui choisissent leur nom. Si je prends la promo des agroutes, donc 8 personnes qui sont parties pendant 8 mois dans les fermes, avec 3 regroupements de 5 semaines, 2 semaines et 2 semaines. Prochain regroupement, c'est en juin en Corrèze, dans différents endroits. Et pendant ces regroupements, ils ont plein d'interventions en agroécologie, en développement personnel, je préfère dire développement de l'être, parce qu'en tout cas, c'est comment je prends des décisions, comment j'écoute l'autre, comment je suis dans une écoute totale, une écoute active, la communication non violente, comment interviewer quelqu'un, être vraiment dans cet échange et dans des conversations génératives, des outils aussi économiques pour avoir une vision de comment envisager l'économie d'une ferme, et puis accompagnement à construire le parcours avec découverte des fermes, donc par des petites présentations et par l'exploration de la base de données des fermes de l'école. Et donc tout ça dure 8 mois. Et là, on arrête en août. Alors, avant que tu nous parles de cet arrêt, parce que je pense que c'est, comme on parlait de la fin d'un cycle pour peut-être un nouveau cycle, du coup, c'est des promotions de 8 mois, avec comme tu disais, t'as des périodes en fait où les personnes sont physiquement réunies, c'est ça? Et entre ces périodes-là, c'est quoi? Il y a des cours, il y a des cours en ligne ou il n'y a rien du tout? C'est vraiment
durant les 8 mois, il y a différents regroupements au cours desquels il y a des cours et aussi de la pratique dans les fermes, c'est ça? Alors, les regroupements où on se retrouve physiquement, il y a des cours et de l'accompagnement et des interventions et la préparation du voyage. Et entre les regroupements, on se retrouve pas forcément, sauf pour des formations qu'on organise et des montées en compétences très précises pour ceux qui veulent, par exemple, en apprendre plus sur l'agroforesterie. On va leur proposer de se réunir dans une ferme pour faire une plantation et une formation. Et sinon, on a des accompagnements en ligne d'1 heure tous les mois. Donc on est 4 accompagnatrices cette année à l'école. Et des temps de retrouvailles aussi collectifs en ligne. Et c'est tout. Donc cette école-là, elle a pris naissance il y a donc, tu as dit 3 ans. Donc 3 ans, ouais. Okay, à la suite de ton voyage. Et là tu dis, c'est la dernière promo et ça prend fin dans quelques temps, dans quelques semaines. Alors raconte-nous un petit peu ce cheminement intérieur, j'imagine, qui t'a amené à prendre cette décision. Est-ce que d'ailleurs tu es la seule à avoir pris cette décision? Tu es la fondatrice de l'école. Voilà, raconte-nous un petit peu cette transition, sauf si je ne sais pas où tu en es dedans, mais... Ouais. Alors, je suis la cofondatrice de cette école. En fait, j'en suis la source, c'est-à-dire j'ai eu l'idée, j'ai gardé cette idée, elle m'a gardé plutôt, parce que j'ai jamais rêvé de créer une école, donc c'est plutôt l'idée qui m'est tombée dessus et qui est restée avec moi. Ça m'a énormément nourri, mais c'était pas un rêve au départ. C'est assez rigolo, hein. Le tour du monde était un rêve, mais créer une école, pas du tout. Donc, chemin d'entrepreneuriat, après avoir été prof, donc créer une entreprise, même si c'était une association, c'est une entreprise. Cheminement lourd quand même, qui m'a énormément nourri, mais m'a demandé aussi beaucoup d'énergie dans le fait de créer une équipe, de déléguer, d'accepter que je ne suis pas faite pour gérer les partenariats, par exemple, qu'il y a d'autres personnes qui peuvent mieux le faire, mais il faut accepter de laisser ça à quelqu'un, et que même si c'est pas fait de la manière que j'aurais aimé que ce soit fait, c'est même mieux fait. Mais en fait, ça a mis beaucoup de temps à se développer. J'ai toujours aussi, moi, eu des peurs, parce que c'est une école très alternative, avec des valeurs très fortes, qui vraiment réalise des miracles en termes d'accompagnement et de déploiement des êtres qui se sont frottés à cette école. Même les agriculteurs, agricultrices, il y en a certains qui ont presque pleuré quand on leur a dit que ça s'arrêtait. Et puis, dans les participants, forcément, il y a beaucoup d'émotions dans l'équipe aussi. Mais globalement, c'est une école très alternative qui est difficile à financer parce qu'elle rentre dans très peu de cases. Et donc, moi, j'en ai un peu pas démordu, même si il y a eu une équipe, j'étais quand même un peu... dans l'équipe, j'avais quand même un certain poids en termes de prise de décision, parce que je suis Opaline, la cofondatrice, blablabla. Et donc mes peurs ont été aussi, ressenties, parce que dans l'école, parce que je déteins un peu sur cette école de par mes peurs, et notamment la peur que les valeurs soient pas respectées si on rentre dans des cases d'un financement Vivea, Pôle emploi, CPF, blablabla. Et la peur de l'administrative. J'ai une petite phobie administrative, voilà. La bureaucratie. Voilà. Et la peur que cette école soit aussi reprise, par exemple, par l'enseignement agricole, qui est encore mon employeur. Je te disais tout à l'heure, je suis en disponibilité depuis 6 ans. Et qu'elle perde complètement sa couleur en étant reprise par le système. Donc, épuisement des troupes, modèle économique difficile. On a pris la décision d'arrêter tous ensemble. Vous étiez combien en tout ? 5 personnes rémunérées à différents niveaux de rémunération et 7 bénévoles dans le bureau de l'asso. Donc on a pris ensemble la décision et ça n'a pas été sans émotion très forte. D'ailleurs, j'en ai encore régulièrement. D'un coup, je suis en train de planter des trucs dans le jardin et hop, il y a des larmes qui arrivent parce que je pense à l'école ou bien j'écoute des gens qui me racontent un peu ce qu'ils ont vécu dans l'école et je me dis mais... Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Non, Est-ce que nous avons pris ? Je me dis pas ça. Non, ouais. Je me dis c'était encore une très très bonne décision. Je me dis juste,
émotion, je suis triste, j'espère que ça va se poursuivre d'une manière ou d'une autre. Quoi que je fasse, ça va se poursuivre à travers les graines qu'on a semées, les participants, les gens qui portent ce vivant en eux. Et donc là, on est en train d'écrire un livre qui s'appellera Comment créer une école d'agroécologie voyageuse, ou bien un titre du genre Comment apprendre l'agroécologie autrement. L'agroécologie pour les nuls. L'agroécologie pour les nuls, ça pourrait être une bonne idée de livre. Mais en tout cas, on est dans ce processus d'énorme feedback, parce qu'en fait, quand on écrit un livre, ça nous permet de célébrer tout le chemin parcouru, de ranger, de faire du tri, de se replonger dans tous les témoignages de gens et tout. Donc ça va être un peu l'accouchement, je pense, ce livre, et vraiment la fin. Donc, L'accouchement, c'est un peu le début de quelque chose d'autre. Waouh, alors j'avais jamais entendu comme ça, mais l'accouchement et bon, on pourra peut-être parler de féminin et de naturopathie après si on ouvre le sujet, mais je pense que ce processus de livre associé à des vacances va me permettre de véritablement clôturer, tourner une page et laisser la place à quelque chose d'autre après. Peut-être une autre école, peut-être forcément développer le podcast et créer un magazine de l'agroécologie, parce que ça c'est un rêve. Mais en tout cas, je sais que ces écoles, elles vont... Enfin, il va y avoir d'autres écoles d'agroécologie voyageuse, même si elles s'appellent pas comme ça. Voilà. Et là, pour l'instant, tu n'as pas forcément effectivement d'idée arrêtée sur le après. Là, aujourd'hui, tu es, comme tu disais, en vacances, en pause, mais aussi en processus d'accouchement au travers du livre, du recueil, etc. Et après, tu commences à avoir des choses qui dessinent. Alors, on en parlait hors micro. Alors, déjà, tout d'abord, je ne suis pas en vacances puisqu'on arrête en août. Donc, actuellement, la promo des Agroutes est en route. On les accompagne. Moi, j'accompagne 3 personnes. On a aussi, je ne l'ai pas dit, mais on a développé un programme qui s'appelle Sève. Ça peut donner des idées à des gens, hein. C'est pour ça que je le dis, même si il n'y a plus de programme Sève normalement, pendant plusieurs mois, puisqu'on va arrêter le AV. Mais le programme Sève, c'est un programme pour les personnes qui n'ont pas 8 mois devant eux ou elles, et qui, par exemple, comme Caroline, ont 47 ans, 3 enfants, et qui font un parcours de 5 mois avec une semaine sur 2, je suis dans les fermes, une semaine sur 2, je suis chez moi. Et qu'est-ce qu'elle recherche, Caroline, au travers de ce programme Sève ? Caroline, elle cherchait à se reconnecter au vivant. Elle sentait une forme de lassitude parce qu'elle était dans l'accompagnement humain en entreprise, l'accompagnement au changement. Et elle a eu un coup de cœur parce qu'elle a fait une formation en agriculture syntropique, donc qui est une forme d'agroforesterie très vivante. Il y a plein de podcasts sur le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse si vous voulez aller découvrir ça. Et Caroline, elle a eu en fait un rêve de développer une entreprise pour accompagner les gens à faire des jardins forêts urbains, à expérimenter des jardins forêts urbains et à retrouver et à aussi retrouver un sens avec le vivant dans ce processus-là. Et donc elle voulait faire l'école à la fois pour remettre les mains dans la terre et vraiment se replonger dans le vivant, et aussi être accompagnée à rencontrer les bonnes personnes pour créer son entreprise. Donc j'accompagne Caroline. D'ailleurs, Caroline, si tu m'entends, il faut pas oublier de programmer ton prochain accompagnement, parce que tu as oublié ton accompagnement d'hier. Hein, on était le 1er mai. Non, elle a pas oublié, elle avait d'autres petits soucis. Mais bref, voilà, petite plongée dans le concret de l'école d'agroécologie voyageuse. Je ne suis pas en vacances, même si ça se ralentit, puisqu'il n'y a pas de recrutement d'une prochaine promo. Et donc, j'ai plein d'idées pour la suite, j'ai plein de rêves, mais je me force à ne pas... Alors, je me force pas, mais en tout cas, il y a une grosse part de moi qui ne met pas en œuvre tout de suite les idées. C'est un peu comme le bourgeon en hiver, je stocke tout dans le bourgeon, et puis à un moment, ça va faire...
Mais pour l'instant, j'ai vraiment besoin de me laisser un peu porter par la vie. Parce que avec cette école, j'ai été très très nourrie, mais je me suis quand même un peu oubliée. Et donc j'ai un peu besoin de me reconnecter au vivant intérieur, et notamment à ma féminité. Tu parlais du fait que tu accompagnes aussi les cycles féminins et tout ça, je suis pile dedans. Et donc, régénération de ma personne. Et après, moi, mon rêve, c'est de vivre dans une ferme, de pouvoir expérimenter la forêt-jardin à poules qui font des œufs multicolores. Voilà, ça serait mon gros kiff. En Bretagne, pas trop loin de la mer pour pouvoir aller surfer, apprendre à surfer d'abord, et surfer. Déjà me baigner. Et ensuite développer un média de l'agroécologie autour du podcast de l'école d'agroécologie voyageuse et d'un magazine de l'agroécologie. Voilà, ça c'est... Enfin, en fait, je sais ce que je veux, tu vois. Ouais. Mais c'est juste qu'il faut qu'il y ait de la place pour moi et mon lien à moi aussi, quoi. La place et l'énergie aussi de recréer quelque chose, en fait. Ouais, pour l'instant, j'ai pas l'énergie. Parce que être à l'initiative d'un projet, que ce qu'on parle d'entreprise, de société, d'association, peu importe, ça demande aussi, comme tu le disais, cette notion d'entrepreneuriat, au-delà du fait de vouloir se reconnecter au vivant, de créer sa ferme, etc. En fait, ça c'est une partie de l'activité, mais il y a tout le côté à côté plus entrepreneurial qui est extrêmement énergivore et qui requiert beaucoup de casquettes et qui peut effectivement... c'est souvent d'ailleurs c'est ce qui épuise les personnes dans leur projet en fait, et qui des fois les amène à mettre fin à leur projet, pas parce que le cœur de l'activité de leur projet les lasse, mais c'est des fois le comment et ce qu'ils doivent mettre en œuvre derrière autour de ça pour le faire connaître aussi. Mais faire connaître un projet, que ce soit pour le vendre, pour trouver des soutiens, des sponsors, enfin au bout d'un moment effectivement faut faire vivre, et ça faire vivre un projet c'est très énergivore. Je pense que c'est si tu veux, ce projet a nourri mon âme, a nourri mon cœur, mais mon corps, il a été bien épuisé par... c'est pas le projet qui a épuisé mon corps, c'est la manière dont j'envisageais le projet, avec ce truc de c'est moi qui dois tout faire, je porte tout sur mes épaules, blablabla. Donc je me suis beaucoup fait coacher pour réussir à déployer ce projet sans m'épuiser, mais ça m'a quand même épuisée. Et en fait, tu partageais tout à l'heure l'idée de l'accouchement. En fait, pendant 3 ans, enfin, je dirais 4 ans, parce qu'il y a aussi toute la phase préparatoire où j'ai expérimenté le projet avant de lancer une promo entière. C'est comme porter un enfant, un peu. Et j'ai pas d'enfant, et en fait, le livre, en effet, ça sera une forme d'accouchement qui va peut-être laisser de la place, en fait, à un autre bébé, qui soit physique ou entrepreneurial. C'est super intéressant. Tu parlais du podcast de l'école. Donc malgré le fait que vous avez décidé de fermer l'école prochainement, et donc de faire ce bouquin, ce livre, pour le moment, le podcast... Tu le gardes, tu le maintiens, et tu vas continuer à le faire vivre. Oui, alors mon idée c'est de... Alors j'ai même décidé de faire un podcast par semaine, ce qui est un sacré... Ça, tu t'es remis au podcast, ça y va. Hein. Ouais, ça y va. C'est une expérimentation, un par semaine, parce que c'est un sacré rythme. Pour l'instant c'est totalement bénévole. D'ailleurs je suis trop contente parce que ce matin, j'ai eu une réponse du podcast Métamorphose qui vont me donner quelques conseils pour développer peut-être des partenariats. Génial. Parce que j'aimerais que le podcast soit en partie rémunérateur pour moi. Je suis preneuse, hein, si jamais tu veux partager ce que tu vas apprendre. Ouais, avec joie, parce que tout ce genre de podcast mérite... En fait, c'est pas tant... Enfin, c'est des conseils pour... être rémunéré, mais aussi pour développer le podcast, parce qu'aujourd'hui il est connu par il y a entre 500 et 1000 écoutes par épisode, ce qui est déjà génial, mais c'est pour moi. Je pense qu'il mériterait d'être il y a des enfants qui sont interloqués en voyant qu'il y a des gens qui discutent dans un van. Il mériterait d'être plus écouté, je pense. Peut-être qu'il va continuer de s'appeler le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse pendant encore 1 an ou 2, le temps que
qu'on sorte le livre et peut-être qu'on fera des focus sur certains chapitres du livre et que les deux vont être en tandem, un peu comme le podcast Tout tourneront sur cette terre. Je sais pas si tu le connais. Non, mais je pense que je vais le mettre en description de l'épisode et j'irai jeter un coup d'oreille. Qui est magique et qui est vraiment un podcast associé au livre Tout tourneront sur cette terre de Marine Simon. Et après, peut-être qu'il s'appellera Régénérer le vivant et que ça sera du coup mon podcast et ça sera plus juste le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Je sais pas encore. En fait, tout dépend de ce que devient les agronomes, qui est aujourd'hui l'association qui porte l'école et qui est aussi le nom de la chaîne YouTube et des comptes Instagram. Enfin, tu vois, il y a un gros micmac là, il y a besoin de faire du tri et de voir qu'est-ce que je garde. Pour moi, qu'est-ce que je garde pour une communauté. Pour tranquillement clôturer notre échange, j'aime bien faire un petit voyage aussi. Voyager un petit peu dans le temps. Une graine germe et Back to Earth prône un retour à la Terre de l'être humain, une reconnexion à son écosystème. Donc je te propose de faire un petit voyage dans le temps et de fermer les yeux et de nous retrouver dans 10 ans, en 2033. En 2033, là ça y est, on y est, on a fait un voyage éclair et écologique sans prendre l'avion. Tu ouvres les yeux et on va parler au présent. Et qu'est-ce que tu perçois devant toi ? Alors là, tout de suite, vu qu'on est dans une rue assez bétonnée, je vois des forêts-jardins dans les jardins qui nous entourent et aussi autour de cette mairie qui est assez moche. Une forêt-jardin d'une dizaine d'années qui cache ce bâtiment qui a été bien entendu isolé pour permettre d'éviter trop de déperdition énergétique, etc. D'ailleurs, je vois même que c'est une serre maintenant. Tu vois, il y a une grande verrière et il y a une grainothèque avec plein de semences anciennes. Ouais, c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, mon van ne se déplace plus et il s'est transformé en séchoir à plantes médicinales. Parce que c'est super important de réutiliser tous les véhicules. C'est rigolo parce que, pour la petite anecdote, ce fourgon qui date de 1998, donc il a 38 ans aujourd'hui, puisque nous sommes en 2033, c'était un fourgon de gendarmerie. Donc, c'est devenu le van d'une paysanne nomade et ensuite un séchoir à plantes. C'est quand même cool. Dans lequel d'ailleurs je te rejoins et je fais les petits mélanges herboristerie que l'on retroque à nos agriculteurs d'agroécologie. Ouais, exactement. Et si je me déplace sur un périmètre un peu plus large autour de nous, en fait, le système d'enseignement agricole a été totalement bouleversé par le changement climatique. J'allais dire par le fait qu'on ait moins de pétrole, mais en fait, il y a encore du pétrole, donc c'est pas ça qui est le facteur limitant, mais c'est le changement climatique. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était super important que les jeunes apprennent dans les fermes. Et en fait, les fermes se sont reconverties en ferme-école. Et ça a donné envie à des jeunes, et pas que à des fils d'agriculteurs et d'agricultrices, mais aussi à des gens dans les villes qui n'en pouvaient plus de ces 50 degrés. Voilà, ils ont décidé de retourner à la campagne et de s'installer et d'être autonomes. Donc il y a plein de fermes qui ont champignonné partout et il y a des microclimats qui se développent autour de ces cabanes que les gens ont construites, qui sont des cabanes compostables, donc aucun impact sur l'environnement, ça les nourrit même. Mais en tout cas, les gens se sont installés à la campagne. La législation pour s'installer sur des terres agricoles ou terres non constructibles a changé. Grâce à l'ouvrage de plein de gens qui se sont battus pour ça. Et donc le climat est en train de changer dans certains territoires vraiment très actifs. Et il repleut, notamment autour de Perpignan, où j'ai fait mon stage Régénère il y a 10 ans maintenant. En avril 2023, il repleut
Et ça, c'est trop cool, quoi. Ouais. Tu parlais d'enseignement, tu as parlé d'enseignement sur la partie vraiment ferme, agroécologie. Je pense aussi, et je le vois d'ailleurs au travers des différents bâtiments qui ont été conservés, réisolés, etc., que l'enseignement plus global a été revu. D'ailleurs, il y a très très peu d'écoles, les écoles vraiment dans des bâtiments, c'est vraiment pour les saisons éventuellement hivernales quand il fait un peu froid, mais sinon les enfants, on les voit, en fait, ils sont directement sur le terrain. Ils sont plus dans les livres. Il y a un vrai partage des savoir-faire. Alors peut-être que ça pourrait, on peut penser que c'est un retour en arrière, mais je pense pas. On voit d'ailleurs des garçons comme des petites filles apprendre à coudre et à réparer ce qu'ils ont cassé, ce qu'ils ont abîmé, parce que d'ailleurs aujourd'hui on ne crée quasiment très très peu de neuf, mais on sait juste réparer de manière presque intuitive parce qu'on l'apprend et on l'enseigne dès le plus jeune âge. Carrément, et on voit aussi beaucoup d'intergénérationnel. La petite mamie qui habite là-bas, elle joue avec un enfant. Enfin, ils échangent beaucoup et en fait, je pense que c'est ça la clé. Hein. C'est de l'enseignement. Ouais, c'est de l'enseignement. Enseignement par transmission intergénérationnelle. Ouais. Opaline, j'aimerais que l'on conclue notre épisode, notre échange par quelques petites questions rituelles que j'aime bien poser pour aussi nous ramener à du concret. On a parlé des PPPPPP. Quel serait pour toi, pour les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés pendant cette grosse heure d'échange, est-ce que tu aurais toi un premier pas à partager pour passer à l'action sur tous les sujets que l'on a évoqués? Est-ce que toi, il y en a un là, premier pas prioritaire, accessible voilà, dès que la personne, elle raccroche l'épisode, elle enlève ses écouteurs, qu'est-ce qu'elle pourrait faire selon toi? C'est marrant parce qu'il y a eu 2 choses qui me sont venues en t'écoutant, toutes simples. Souvent, on conseille des petits pas qui sont dans l'action. Et moi, j'ai envie de commencer par un petit pas dans la non-action. Parce que je pense que les gens ont besoin de vide. Donc, et de la non-action, du non-agir, mais pas du non-agir... en fait, du non-agir intelligent. C'est-à-dire, c'est pas... je me mets dans mon canapé et je scrolle sur Insta. Mais plutôt, je vais me mettre ventre contre terre sur la terre, justement. Et juste pendant 5 minutes par jour, ça peut être aussi contre un arbre. Mais juste prendre... même ne serait-ce que commencer par 3 minutes où je ne fais rien et je suis avec la terre. Déjà ça, moi je le fais même pas tous les jours. Donc, pour vous déculpabiliser, voilà. Premier petit pas. Et le deuxième, ça serait, si vous avez un jardin, de commencer à le réfléchir en strates. C'est-à-dire de se dire que malgré... d'observer la forêt et de voir qu'en fait, vos légumes, à la base, ils ne sont pas faits pour être en plein cagnard et que c'est important qu'ils soient dans un petit écosystème pour être notamment protégés des canicules, etc. Et donc, je vais parler de tournesol géant tout à l'heure, mais tournesol, maïs, topinambour, ça peut être bien d'avoir des petits pockets de ces plantes-là et de les tailler régulièrement et d'avoir finalement un jardin un petit peu à l'abri dans un microclimat et un sol nourri. Ce qu'on peut aussi appeler, peut-être dans le domaine, la philosophie de vie de la permaculture, ce qu'on appelle aussi un peu la culture en volume, c'est-à-dire se dire qu'on a quelque chose de plus grand qui protège ce qui est au sol, et en même temps, au deuxième strate, on a quelque chose qui pousse du sol, mais qui vient ramper le long de la chose qui est plus grande, et après, il y a encore une strate en dessous, vraiment les choses qui rampent au sol, et du coup, il y a une sorte d'écosystème qui se crée, quelle que soit finalement la surface que l'on est, c'est utiliser vraiment le volume. Les personnes qui nous ont écoutés, alors je sais que l'école prend fin, mais où est-ce que il y a une personne qui veut en savoir plus, qui a été inspirée par tout ce que tu as partagé, par ta voix, par ton charisme au travers du micro, où est-ce qu'on peut rediriger ces personnes-là? Est-ce que c'est au travers de ton futur livre? Est-ce que c'est au travers de ton podcast déjà que je vais mettre, et ta chaîne YouTube que je vais mettre en description de l'épisode?
un endroit Alors, particulier? le podcast, la chaîne YouTube, ce sont de très bons moyens de rester informé. Lesagronomes.com, donc comme des hommes, avec un grand H, mais en minuscule forcément quand on le tape sur Internet, pour s'abonner à la newsletter, parce que la newsletter va continuer, et ça sera par la newsletter notamment que vous pourrez être informé de la sortie du livre que l'on co-écrit avec ma collègue Julie. On aime bien dire collègue parce qu'on adore les vaches, et donc c'est une coopération avec Julie, ce livre. Dernière question pour toi, Opaline. Est-ce que tu as une dernière graine à semer dans l'esprit de nos auditeurs et auditrices aujourd'hui? Ce qui m'est venu, c'est de continuer à faire le parallèle entre ce qui se passe dehors et dedans, en dehors de vous et à l'intérieur de vous, parce que tout est lié, et que quand on regarde les oiseaux, on peut voir un peu de nous aussi à l'intérieur, quoi. On est tous reliés, ouais. Merci infiniment, Opaline, pour cette riche discussion. Je te souhaite vraiment une très belle continuation dans cette transition, cette fin de cycle, ce renouveau derrière. Et puis, au plaisir de refaire ta rencontre, de recroiser ton chemin peut-être en Côte d'Armor et qui sait plus, on verra. Avec grand plaisir, Alexandra, c'était vraiment un super échange. Merci beaucoup et bonne continuation dans ces podcasts pour faire germer les graines. Toi aussi, tu aurais une pensée à partager ou peut-être tu es en désaccord avec ce que je viens de dire? Alors contacte-moi que l'on en discute autour du micro. Autant que notre discussion profite au plus grand nombre. Et on ne cesse jamais d'apprendre et d'évoluer. Tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes? N'hésite pas à la partager au plus grand nombre, à tes amis, à ta famille ou encore à tes collègues. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à remuer des choses dans votre tête, vous pouvez réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et à présent, je laisse cette petite graine germer dans votre tête et je vous dis à bientôt pour semer une nouvelle graine.